Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Antoine Lebrun, qui est directeur RSE, organisation et transformation, dans notre série d'interviews. Parlez-nous de votre RSE. Antoine, je vais vous demander peut-être déjà de présenter LP Promotion et peut-être vous présenter, vous, et quelle est la nature de votre poste. Très bien, merci. Merci de m'avoir invité. Donc le groupe LP Promotion, c'est un groupe qui a été créé en 1996 à Toulouse et qui aujourd'hui est présent en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et en Île-de-France. Le groupe intègre plusieurs métiers de la chaîne immobilière. En premier lieu, et historiquement, il intègre le métier de la promotion immobilière, donc la construction de logements neufs. Le groupe a construit près de 12 000 logements depuis sa création et en 2019, à titre d'exemple, il en a terminé 1300. Donc ça constitue à peu près 2 tiers de son activité. Et à côté de ça, il y a une activité d'exploitation de résidences gérées, où actuellement on a environ 3000 logements en gestion dans des résidences étudiantes, des résidences seniors et également dans des nouvelles typologies de résidences qui sont les résidences de co-living et demain peut-être aussi des résidences intergénérationnelles. Il y a environ 200 collaborateurs dans le groupe et moi j'ai rejoint le groupe en mai 2020, donc en qualité, comme vous l'avez dit, de directeur RSE, organisation et transformation. Auparavant, j'ai fait environ 10 ans dans le groupe Bouygues, dans des fonctions transverses comme l'audit interne, les fusions-acquisitions, la maîtrise des risques, et puis ensuite dans des fonctions opérationnelles dans une filiale en qualité de directeur financier et ensuite de directeur opérationnel. Donc, l'esprit de mon poste chez LP, c'est de structurer cette démarche RSE, mais ça va de pair avec la structuration de l'entreprise, de son organisation, de ses process, car c'est une entreprise qui s'est développée de manière assez rapide ces dernières années. Donc, il y a un vrai enjeu pour que cette entreprise soit durable au sens propre comme au figuré, de l'aider à se structurer, à s'organiser et à bien maîtriser tous ces risques, dont les risques liés à la RSE. Voilà. Oui, on comprend bien dans le domaine dans lequel exerce LP Promotion, quels sont les enjeux de développement durable, hein, le bâti, le bâtiment, le développement urbain. On comprend parfaitement qu'il y a des préoccupations sur le développement durable et je crois là aussi qu'il y a une législation assez importante qui est en train de se développer ces dernières années dans le domaine. Mais ce que l'on perçoit également, c'est que LP Promotion souhaite aller plus loin dans cette politique de développement durable, alors que ce soit pour ses actions en extérieur, mais aussi dans sa structuration et dans sa façon de fonctionner. D'où, j'imagine, la création de votre poste en mai dernier, même s'il existait déjà des actions qui étaient développées. Là, on affirme et on affiche beaucoup plus clairement la volonté de développer la RSE au sein de la société. C'est vrai que les intentions et les engagements du groupe LP en termes de RSE ne datent pas de mon arrivée. Pour information, depuis 2018, le groupe a obtenu une labellisation ISO 26000. Donc, c'est quelque chose qui est déjà, on va dire, ancré dans les intentions de l'entreprise et qui fait l'objet d'actions, d'initiatives qui sont un petit peu dispersées à différents niveaux de l'entreprise. Comme vous l'avez dit, le secteur de la construction et de la promotion immobilière concentre d'énormes enjeux en termes de RSE. La première chose à dire, c'est que le logement, ça reste un besoin essentiel. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, tout le monde a besoin de se loger et de bien se loger. Et les villes concentrent d'énormes enjeux parce qu'il y a la première, c'est de loger de nouveaux habitants, mais il y a aussi la rénovation de tout le parc et du bâti existant, avec d'énormes enjeux d'améliorer la performance énergétique des bâtiments anciens. Et il y a d'autres enjeux. On a beaucoup parlé, notamment avec la Convention citoyenne sur le climat, de zéro artificialisation nette. Donc, la matière première du promoteur immobilier, c'est le terrain, c'est le foncier. Et aujourd'hui, il y a une raréfaction du foncier. Donc, il faut réfléchir à combiner un petit peu toutes ces contraintes qui sont bien entendu incontournables avec le besoin essentiel qui est le besoin de se loger.
tout en sachant que la construction, elle génère une empreinte environnementale importante. Quand on parle de la construction et quand on essaie d'étudier un petit peu notamment l'empreinte carbone et environnementale de la construction, on parle à la fois de l'acte de construire en lui-même, mais aussi de la période d'usage du bâtiment. On prend généralement 50 ans. Et aujourd'hui, que ce soit dans l'acte de construire et dans les façons d'habiter, les usages, il y a énormément de progrès et de pistes d'amélioration qui sont déjà identifiées et qui sont poursuivies à la fois via de nouvelles contraintes réglementaires. Donc là, en ce moment, on parle de la RE 2020 et aussi via beaucoup d'innovations de la part des promoteurs, des entreprises, des aménageurs, de tout un tas d'acteurs de cet écosystème pour pouvoir améliorer cette empreinte environnementale. Et aujourd'hui, on le voit, je l'ai observé ces derniers mois en interrogeant un certain nombre de nos parties prenantes, on sent qu'il y a une convergence des attentes de beaucoup des acteurs avec lesquels on travaille, des acteurs institutionnels, les élus, les aménageurs, mais aussi des acteurs privés comme les banques, les assureurs. Il y a tout un tas de personnes autour de nous qui commencent à adopter des grilles d'analyse à la fois de nos projets et aussi des entreprises qui intègrent de plus en plus des indicateurs extra-financiers, des indicateurs ESG comme on les appelle. Donc on sent que cette évolution réglementaire et cette évolution culturelle, elle est en train d'impacter de plein fouet notre secteur. Et du coup, c'est un impératif pour les entreprises qui se veulent leaders et innovantes de se mettre à niveau et d'aller encore plus loin dans la mise en œuvre et la structuration de la démarche RSE. Donc, comme vous l'avez dit, LP a déjà commencé depuis plusieurs années à essayer de structurer cette démarche RSE, donc avec un label ISO 26000 qui est délivré par l'AFNOR en niveau 2 en 2018. On part avec une base d'existants, donc le secteur de la construction et une entreprise comme LP s'appuie beaucoup sur des entreprises locales. Donc ça, c'est déjà un atout important, cet ancrage local. On a calculé qu'on avait à peu près 95% des entreprises et prestataires qui étaient des acteurs locaux. Donc cette contribution à l'économie locale, c'est un élément important de cette approche RSE. On essaye aussi de soutenir les associations sportives, culturelles et caritatives, puisqu'aujourd'hui, on a près de 70 soutiens qui sont en cours. On essaye de tenir compte de tous les enjeux d'éthique et de conduite responsable des chantiers. Avec la Fédération du bâtiment, on a signé une charte de conduite qui s'appelle Etibat. Et on utilise aussi notre organisation et notre service innovation, qui est une de nos marques de fabrique, pour essayer d'aller plus loin sur des projets emblématiques. Et cette volonté d'innovation et ce service recherche et développement ont été salués puisque le groupe LP a gagné un certain nombre de prix qu'on appelle les prix pyramides. C'est un petit peu les Oscars de la promotion immobilière, notamment des prix sur des opérations bas carbone, qui est un des enjeux, puisque en 2019, on a gagné un prix bas carbone avec une opération à Castanet-Tolosa qui s'appelle Théodora. Donc voilà, donc mon poste s'inscrit dans la combinaison de tous ces enjeux, en fait. Et l'idée, c'est de passer d'intentions nobles et de progrès un petit peu dispersés à une vraie démarche structurée, pilotée et mesurée. Donc moi, je suis très heureux de pouvoir avoir le levier à la fois RSE, mais aussi le levier organisationnel, le levier process et le levier un petit peu maîtrise des risques, parce que ça me permet d'incarner une RSE qui est vraiment opérationnelle et ancrée dans la mise en œuvre. Parce que c'est vrai que le travers qu'on peut observer ou la difficulté, les freins qu'on peut observer quand on travaille sur des sujets comme la RSE, c'est parfois d'être un petit peu éloigné du terrain et du concret. Donc, je suis très heureux de cette fiche de poste. Voilà. Et alors, vous avez un président qui incarne beaucoup cette politique d'engagement, cette politique RSE. Et finalement, j'ai l'impression qu'il a su embarquer ses collaborateurs dans cette vision et dans cette quête de sens. Et que maintenant, au-delà de cet engagement personnel et au-delà de cette sensibilisation, de cette capacité de convaincre les gens avec qui il travaille, vous allez maintenant engager quelque chose de beaucoup plus concret qui est de l'ordre de l'organisation. Donc vous parliez de la mise en place de process. Est-ce que vous ne craignez pas être confronté maintenant en fait à la phase des difficultés, c'est-à-dire qu'il y a une marge entre sensibiliser,
développer une culture d'entreprise et mettre en place ces process et donc peut-être ces contraintes. Mmh. On est au cœur des problématiques de la gestion du changement qui ne sont pas, forcément, uniquement dans la RSE. Comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a une intention, il y a une volonté déclarée d'avancer sur ces sujets, mais on l'observe dans plein de domaines. Il y a souvent un écart important entre les intentions et la réalité. Donc là, c'est là où j'entre en jeu et j'essaye en fait de m'attaquer à tous les freins au changement. Et donc, c'est des freins au changement qu'on pourrait très bien aborder dans le cadre d'un projet, par exemple informatique, Oui, mais là, on va l'appliquer à la RSE. Donc, c'est vrai que moi, avant d'entrer dans le dur en 2021 avec vraiment la structuration, la rédaction de cette stratégie, la mise en place d'un reporting extra-financier, il me semblait important pour l'année 2020 de commencer par fédérer, donc sensibiliser les collaborateurs, parce qu'il est parfois difficile de demander à des gens de changer et de se transformer s'ils ne sont pas convaincus ou s'ils ne sont pas sensibilisés au pourquoi. Donc, ce pourquoi, je l'ai abordé, enfin, on l'a abordé de deux manières en 2020. Dans un premier temps, on a commencé un cycle de fresques. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'outil de la fresque du climat, qui est un oui, outil assez connu pour sensibiliser aux enjeux climatiques. Et ben, ce concept qui a vraiment trouvé son public auprès des étudiants, des entreprises, de tout un tas de gens, il est adapté à certains secteurs de plus en plus. Et on y voit des émanations, notamment dans le secteur de la construction. Et donc, bah, les collaborateurs des agences vont être progressivement suivre ces modules de fresques, donc la fresque de la construction et la fresque de la ville. Donc, pour ces publics opérationnels dans un premier temps, ça va leur permettre de mettre le doigt de manière un petit peu plus concrète sur l'empreinte environnementale et sociétale du secteur de la construction et des enjeux de la ville. C'est vrai que je ne voulais pas qu'on soit réduit à dire bah, voilà, notre métier il pollue ou il a une empreinte environnementale forte, mais sans savoir de quoi on parle. Parce que bah, y a plein de sujets sur lesquels on peut parler. Il y a la biodiversité, il y a l'artificialisation des sols, il y a l'empreinte carbone. Et donc, l'idée, c'était de donner aux gens un petit peu plus de connaissances sur ces sujets-là et leur donner aussi des métriques pour qu'ils puissent un petit peu saisir de quel impact on parle. Parce que sinon, on risque de les perdre quand on va travailler le changement. Donc, il y a cette démarche de sensibilisation. Et il y a ensuite la démarche de fédérer autour d'un objectif et d'une vision commune. Et ça, c'est un travail qu'on a démarré à partir de septembre 2020. C'est la redéfinition de notre raison d'être. Donc, la raison d'être, concept assez courant ces derniers temps dans les milieux de la RSE, avec la loi Pacte qui a été promulguée en 2019. Donc, l'idée, c'est d'intégrer les enjeux sociétaux et environnementaux de notre secteur à la stratégie de l'entreprise. Et pour ce faire, pour assurer d'embarquer un petit peu tout le monde, on a commencé par un cycle d'entretien avec des parties prenantes externes. Donc, entre le mois de septembre et le mois de décembre, on a fait près d'une cinquantaine d'entretiens avec nos banquiers, nos assureurs, nos entreprises de travaux, nos élus, nos aménageurs, tous nos partenaires, pour recueillir un petit peu quelles étaient leurs visions à la fois des singularités de notre groupe et quels étaient les enjeux qu'ils identifiaient à l'avenir. Et connaître un petit peu quelle est l'importance accordée par nos clients, nos fournisseurs à tel et tel enjeu, ça nous donne vraiment un poids important quand on va définir nos priorités. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de finaliser, qui sera finalisé au premier trimestre 2021. Ensuite, ce n'est qu'ensuite qu'on va pouvoir un petit peu se doter d'outils et passer dans la mise en œuvre. C'est parce que cette étape est vraiment un préalable important. Donc, on va développer l'expertise des collaborateurs, connaître et mesurer nos risques à long terme, savoir quels sont les impacts, en quoi ils vont pouvoir impacter notre activité. Commencer à réfléchir, à modifier la manière dont on travaille, peut-être réexpertiser nos fournisseurs, où est-ce qu'ils se fournissent, est-ce que la matière première qu'on utilise, elle est produite localement ou très loin, qu'est-ce qui se passait si demain il y avait une raréfaction de cette matière première. C'est vraiment une projection sur un cycle de moyen et long terme, là où on a plutôt l'habitude de raisonner à une échelle parfois annuelle, voire même mensuelle. Et ensuite, poursuivre la formation des opérationnels. À titre d'exemple, les opérationnels qui vont concevoir techniquement les projets, on veut qu'ils soient au top des tendances sur les nouveaux matériaux qu'on peut utiliser et qu'ils soient aussi avertis, parce que c'est vrai que dans ces domaines-là, avec une innovation qui est assez foisonnante, on a beaucoup d'effets d'aubaine. On va nous vendre un jour un nouveau matériau révolutionnaire bas carbone et le surlendemain, on va se rendre compte qu'en fait,
bah, c'était pas si bien. Et donc, il faut vraiment avoir cet œil un petit peu aiguisé et avisé pour saisir le réel bénéfice d'une nouvelle matière. Voilà. Voilà. Et en dernier lieu, en fait, une fois que cette expertise est posée, on va développer les outils pour favoriser et piloter cette mise en œuvre. C'est-à-dire que bah, derrière, on va se doter d'engagements, on va chiffrer ces engagements, on va les écrire, on va communiquer dessus, et derrière, on va les piloter. Donc, à partir de l'instant où on va dire, je ne sais pas, demain, notre enjeu, c'est de réduire de X% l'empreinte carbone des bâtiments qu'on construit, et ben, on va se doter d'outils pour pouvoir le mesurer au quotidien, et on va progressivement l'ancrer dans notre ADN pour que ça devienne finalement une habitude et plus un effort. Voilà. Donc, c'est un petit peu la feuille de route pour 2021 et qui s'achèvera avec normalement la première édition d'un reporting extra-financier qu'on veut réaliser pour pouvoir communiquer justement sur ces engagements, faire preuve de transparence et fédérer à la fois nos collaborateurs et communiquer auprès de nos parties prenantes sur voici les engagements qu'on a pris, voici les choses qu'on a réussies, voici les difficultés qu'on rencontre. Et ça permet après chaque année derrière de réaliser, de définir des plans d'action, de les réaliser, de les suivre. Voilà. Et donc, ça nous permettra du coup de structurer et d'avancer sur cette démarche. Voilà. Parfait. Je retiens, même si c'est un petit peu simplificateur, que votre mission consiste à rendre la RSE, à faire de la RSE une habitude et non plus un effort. Je trouve que c'est assez joliment résumé, mais on mesure quand même à quel point le travail est important derrière cette simple formule. On vous souhaite beaucoup de courage. Je pense que vous avez de l'enthousiasme, vous en avez déjà pour cette nouvelle année. Et puis, je vous propose qu'on fasse un bilan dans un an de tout ce que vous avez pu mettre en place. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour nous d'avoir cette notion d'évaluation. Antoine Lebrun, je vous remercie d'avoir participé à notre émission et je vous dis donc à très bientôt. Merci et bonne année. Au revoir. Au revoir.